Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de l'analyse multivariée qui est consacrée aujourd'hui à l'analyse de correspondance. Et nous allons aujourd'hui apprendre ce qui suit. D'abord, l'objectif de l'analyse de correspondance, la différence entre l'analyse de correspondance et l'analyse des composantes principales, comment faire les tests d'indépendance des deux variables catégorielles et faire l'analyse de correspondance dans le logiciel R en utilisant les packages FactorMiner et FactorExtra. Nous allons également voir comment on va étudier la similarité et la dissimilarité entre les modalités d'une variable et ainsi évaluer les liens d'association entre les modalités des différentes variables qualitatives. Et le long de l'exposé, nous allons faire une application de l'analyse des composantes en utilisant les données se rapportant à l'espace Grand Kasai. D'abord, rappelons quelques éléments de l'analyse composante, des composantes principales. Vous retiendrez que, ou vous vous rappellerez que les buts poursuivis dans l'analyse des composantes principales, c'est de réduire la dimensionnalité des données à un espace de faible dimension et de manière à représenter les informations contenues dans ces données-là et faciliter l'interprétation. Et là, on utilise des variables qui sont des variables continues. Et on utilise en fait les relations entre différentes variables telles que reflétées à travers leur corrélation ou leur covariance. Et l'objectif, comme je venais de le dire, c'est résumer l'information, la visualiser et interpréter tout en maintenant des composantes principales ou les axes d'information qui représentent le maximum d'informations. Alors, dans l'analyse de correspondance, ici, en fait, je ne vais pas y aller avec beaucoup de mathématiques parce que s'il faut retenir que ici, l'analyse de correspondance, c'est en fait une extension de l'analyse des composantes principales et que les maths sont pratiquement similaires. Alors, ici, cette extension, en fait, de l'analyse des composantes principales est faite en direction de variables qualitatives ou catégorielles. Donc, l'analyse des correspondances est appliquée à des données qualitatives. Et comme l'analyse des composantes principales, cette analyse permet également de réduire les nombres de variables d'une base de données, en fait, à un nombre réduit, mais tout en maintenant les maximums d'inertie ou d'informations contenues dans la base de données. Et elle permet d'étudier en fait la proximité entre les individus qui sont décrits par deux ou plusieurs variables qualitatives, mais dans ces cas, dans les cas bien précis, on va parler de variables qualitatives, et ainsi que les proximités entre les modalités des différentes variables. Alors, vous remarquerez bien que l'analyse des correspondances s'apparente à l'analyse des composantes principales, mais elle s'en écarte néanmoins par le fait qu'elle est basée sur des écarts pondérés entre les fréquences observées et les fréquences attendues. Et l'outil principal d'analyse ou de représentation des données pour l'analyse des correspondances et les tableaux des contingences, ou si vous voulez bien, la table de contingences, et qui représente en fait deux variables qualitatives, chacune d'elles ayant des modalités. Il y a une variable dont les modalités sont en colonne, c'est la variable numéro 1, avec des modalités allant de I à P. Et la deuxième variable est en ligne, et elle a les modalités allant de 1 à n. Alors, au croisement des deux modalités, c'est-à-dire chaque cellule de cette table représente l'occurrence simultanée
de la modalité de la variable, de la première variable, d'une modalité de la première variable et d'une modalité de la deuxième variable. Donc, par exemple, ici, là, cette quantité K de IJ représente en fait l'occurrence simultanée de la modalité I de la variable 2 et de la modalité J de la variable 1. Et la somme de toutes les occurrences de la variable J, indépendamment de l'occurrence de modalités de la deuxième variable, est représentée par KJ. Et la somme de toutes les occurrences de la modalité I de la variable 2, peu importe les occurrences, peu importe les colonnes, est représentée par K de I. Et la somme de toutes les modalités est égale à K. Alors, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, vous avez, c'est la présentation de ce tableau des occurrences simultanées. Alors, pour exemple, nous allons considérer l'analyse de la relation d'association entre deux variables qualitatives qui ont été tirées de l'enquête EPOV-GK 2009 menée par l'ICREDES dans les Grands Kasaï. Donc, les Grands Kasaï, c'est le centre de la RDC. Alors, nous allons prendre en fait deux variables qualitatives, la perception des détails de la propriété par des enquêtés et leur niveau d'instruction. Et on veut voir s'il y a un lien d'indépendance ou un lien d'association entre les deux variables et spécialement entre les modalités de ces deux variables. Alors, la première variable, pauvreté, a 5 modalités, à savoir la catégorie des personnes qui se sont considérées comme très riches. Il y en a deuxième catégorie un peu riche, troisième catégorie intermédiaire, donc ni riches ni pauvres. Et la quatrième catégorie, c'est les gens qui se sont considérés comme un peu pauvres. Et la cinquième catégorie, le nombre de personnes qui se sont considérées comme étant très pauvres. Et au niveau du niveau d'instruction, nous avons également 4 modalités, à savoir sans instruction, alphabétisation, les niveaux primaires, les niveaux secondaires et les niveaux supérieurs. Eh bien, on peut bien sûr détailler un peu plus pour avoir les niveaux primaires achevés, non achevés, niveaux secondaires achevés, non achevés. Mais pour le moment, nous gardons les 5 catégories que nous avons énumérées. Alors, les tableaux de contingences provenant de ces 5408 individus, les données collectées sur ces 5408 individus, nous a conduit à trouver ces tableaux de contingences. Et on peut lire ces tableaux facilement, parce qu'on voit par exemple 52, on voit par exemple que 52 personnes sans instruction se sont déclarées comme étant ayant un niveau de vie intermédiaire, ni pauvre ni riche. Et 119 universitaires, ok? Donc vous avez les universitaires, au croisement avec la pauvreté. Donc 119 universitaires se sont déclarés pauvres. Alors que 1678 personnes ayant un niveau d'instruction secondaire se sont considérées comme étant très pauvres. Alors, les tableaux des contingences peuvent être visualisés en utilisant bien sûr les logiciels R. Et ici, on va utiliser le paquet gplot et la fonction balloon plot qu'on va utiliser tel qu'il est là. Donc, vous avez précisé la base de données. En fait, ici, c'est voilà les noms que je dois. On va mettre OK. Anyway, on va comme ça. Donc, les noms de votre table de contingence, c'est ce que vous mettez là. Vous pouvez ajouter une étiquette aux axes, X et Y, si vous voulez bien. Vous voulez avoir, par exemple, une légende, vous pouvez mettre ça. Donc, il y a quelques informations, quelques options que vous pouvez préciser. Alors, cette commande nous amène à ces tableaux, ces balloon plot, c'est-à-dire
nous avons ces graphiques où nous représentons les différentes fréquences des cellules. Donc, vous verrez très bien, par exemple, que la cellule, l'occurrence conjointe des personnes ayant les niveaux secondaires et qui sont très pauvres, représente une plus grande fréquence, comme nous l'avons vu dans les tableaux. Alors l'analyse factorielle, en fait, va fournir des coordonnées aussi bien pour les modalités des lignes que pour les modalités des colonnes et que nous allons utiliser pour visualiser graphiquement l'association entre les modalités des lignes et les modalités des colonnes. Et la question typique qu'on se pose dans cette analyse, c'est de savoir si certains éléments ou certaines modalités des colonnes sont associés avec certaines modalités des lignes. Et dans les cas qui nous concernent, nous allons nous poser la question de savoir s'il existe un lien d'association entre les niveaux d'instruction et l'état de pauvreté dans l'espace kassaïen ou dans les grands Kasaï. Et si tel est le cas, on peut encore se demander quelles sont les modalités les plus associées et quelles sont celles qui contribuent plus à l'explication de la variabilité des données observées. Alors, pour aller avancer dans l'étude, on commence d'abord par tester l'indépendance entre les variables. Et pour ce faire, on va utiliser les tests de Ki-carré pour faire cette analyse. Alors, les tests de Ki-carré est utilisé en fait pour apprécier l'existence ou non des liens d'association entre deux caractères de la population dans les cas suivants. Dans les cas où vous avez deux caractères qualitatifs ou dans les cas où vous avez un caractère qualitatif et un caractère quantitatif, ou alors dans le troisième cas, si vous avez deux caractères quantitatifs, mais dont les valeurs ont été regroupées pour former des classes. C'est le cas, par exemple, de l'âge. On peut, à partir de l'âge des individus, créer des groupes d'âge. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi utiliser ce test. Alors, dans les cas qui nous concernent, bien sûr, nous avons deux variables qualitatives, à savoir l'état de la pauvreté et les niveaux d'instruction. Bien sûr, nous appliquons sur les données du Grand Kasaï, qui est composé en fait des 5 provinces de la RDC, à savoir le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami et Sankourou. Alors, l'hypothèse nulle de ce test, c'est l'indépendance. Donc, en d'autres termes, cette hypothèse veut dire qu'il n'y a pas des liens d'association entre les modalités des deux variables, donc il n'y a pas d'association. Et l'hypothèse alternative, c'est la dépendance, qui veut dire tout simplement qu'il y a la dépendance entre les niveaux d'instruction et l'état de pauvreté. Alors, la statistique du test, c'est une Ki-carré qui est calculée en utilisant la formule suivante. Je vous ai dit, je n'entre pas trop dans les maths. Alors, mais voici la formule de calcul. Vous vous rappelez à partir du tableau cette quantité K, entre parenthèses IJ, donc l'occurrence simultanée de la modalité I de la deuxième variable et de la modalité J de la première variable. Et la quantité EIJ, en fait, c'est la fréquence attendue. KIJ, c'est la fréquence observée et indice IJ, c'est la fréquence attendue qui est calculée de la manière suivante. Et vous avez L, le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. Alors, comment allons-nous décider pour dire qu'il y a indépendance ou non entre les deux variables? C'est en regardant à la valeur que nous avons calculée, la valeur du Ki-carré, et de comparer cela à la valeur de la table de Ki-carré au set de significations choisies, généralement 5%. Alors, ça nous permet en fait d'évaluer l'indépendance entre les modalités en ligne et les modalités en colonne. Alors, elle nous permet de voir s'il existe cette dépendance ou si elle n'existe pas. Alors, l'application de ces tests au tableau des contingences que nous avons ici et nous donne les résultats suivants.
La valeur calculée est de 260 avec 16 degrés de liberté et une valeur P de 0,000. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire tout simplement que cette valeur est suffisamment grande pour rejeter l'hypothèse nulle. Bien, vous n'aurez pas toujours vos tables de qui carré à tout moment. C'est pourquoi la règle la plus simple est de regarder à la valeur P. Et si votre seuil de signification est de 5%, donc vous admettez une erreur, une marge d'erreur de 5%, et vous décidez avec 95% de chance, de confiance, alors dans ces cas-là, vous regardez à la valeur P, et cette valeur doit être inférieure à votre seuil d'erreur. Notamment si c'est à 5%, donc la valeur P doit être inférieure à 0,05 pour que vous puissiez rejeter l'hypothèse nulle. Dans ce cas, la valeur P est égale à 0,000, et par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle qui est l'hypothèse de l'indépendance entre les niveaux de pauvreté, l'état de la pauvreté et les niveaux d'instruction. On conclut ainsi que nous ne pouvons l'évidence contenue dans les données est contre l'hypothèse nulle et nous disons ainsi qu'il y a la dépendance entre les deux variables. Alors, nous pouvons continuer avec notre analyse en exécutant l'analyse de correspondance dans le logiciel R. Retenez qu'il y a plusieurs packages qui peuvent être utilisés pour exécuter l'analyse de correspondance dans R, mais comme j'ai commencé à exposer les autres techniques avec FactorMiner, donc je vais continuer avec cela, mais il y a bien sûr d'autres packages qui peuvent accomplir la tâche. Voici les formats de la commande, ou donc la syntaxe de la commande qui vous permet de faire l'analyse de composante principale. Donc, c'est la fonction CA du package FactorMiner. Donc, et là, quels sont les arguments dont vous avez besoin? Vous avez d'abord besoin de mettre comme argument la table ou les tableaux de contingence. C'est ici X. Et NCP, c'est les nombres des dimensions que vous voulez garder dans les résultats, finaux. Et graph, c'est une valeur logique. Si vous dites graph equals true, cela veut dire que vous voulez afficher les graphiques de l'analyse. Ou si vous dites false, dans ce cas, vous n'allez pas afficher les graphiques, mais vous avez toujours la possibilité d'afficher ces graphiques à n'importe quelle étape de votre analyse. Alors, les résultats obtenus sont consignés dans un objet nommé pgkasai.ca. Voilà. Et quand vous avez ces résultats, vous avez également la valeur du test. Donc, des tests d'indépendance vous est donné également. Donc, the chi-square of independence between the two variables is equal. Donc, vous donne la valeur de qui carré et sa valeur P. Donc, qui vous montre effectivement qu'entre les deux variables ne sont pas indépendantes. Donc, il y a une interaction mutuelle entre la pauvreté et les niveaux d'instruction. Et tous les résultats sont consignés dans 12 objets au total. Donc, vous avez les valeurs propres, vous avez tous les résultats relatifs aux modalités en colonne, leurs coordonnées, leur cosinus carré, leurs contributions, ainsi de suite. Vous avez toutes ces informations. Alors, les packages Factor Extra nous permettent d'extraire certaines composantes et de les visualiser, certaines composantes de ces résultats et de les visualiser. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Et là, je vous donne les différentes commandes que vous pouvez utiliser pour extraire les différentes composantes de cet objet, en fait, des résultats. Vous pouvez extraire ainsi les valeurs propres, et les valeurs propres représentent les variances des composantes ou des axes. Vous pouvez extraire et visualiser les valeurs propres, vous pouvez les extraire et les visualiser. Vous pouvez également extraire les résultats relatifs aux modalités en ligne
ou en colonne, ou visualiser les lignes, les résultats des lignes et colonnes. Donc, vous avez la possibilité de faire, d'extraire ces résultats et de les analyser et même représenter les biplots, un graphique de différentes dimensions où vous projetez en fait les différentes coordonnées de modalité. Alors, quelles sont les étapes à suivre? La première chose, c'est vérifier la signification statistique. En fait, comme on a dit, vous devez savoir si les variables que vous êtes en train d'analyser sont dépendantes. Est-ce qu'il y a des liens d'association ou pas entre les modalités des lignes et les modalités des colonnes? Et la façon de les faire, c'est en utilisant bien sûr le test de Kikari. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous rejetons l'hypothèse de l'indépendance entre les niveaux d'instruction et l'état de la pauvreté, la perception de la pauvreté par les individus, parce que la valeur P est égale à 0. Alors, en conclusion, donc, en vérifiant, en testant, en faisant ce test, en fait, il existe la dépendance significative, un lien de dépendance entre les deux variables. Alors, dès que vous avez décidé cela, vous pouvez alors analyser les valeurs propres. Les valeurs propres qui permettent en fait de déterminer combien de dimensions vous allez retenir pour résumer les informations contenues dans vos données. Alors, pour ce faire, nous allons charger d'abord la librairie, ou plutôt des packages Factor Extra. Rappelez-vous, avant d'appliquer la commande pour estimer ou pour calculer, faire l'analyse factorielle, vous devez charger en mémoire le package Factor Miner. Okay. Alors je mets les différentes, j'extrais les différentes valeurs propres, donc get eigenvalue. Je mets cela dans un objet que j'appelle val propre, donc valeur propre, et que j'appelle pour voir les contenus, voir les différentes valeurs propres. Alors, quelle est l'information que nous recevons ici? D'abord, retenez que les valeurs propres pour l'analyse des correspondances, contrairement à l'analyse des composantes principales, ces valeurs propres sont comprises entre, donc la valeur de ces valeurs propres est comprise entre 0 et 1. C'est très important de retenir, que vous ne puissiez pas paniquer par rapport à l'analyse des composantes principales. Alors, quelle est l'information que nous avons ici? Vous savez, en analyse des composantes principales, les valeurs propres représentent, représentent la variance des composantes, donc la contribution des différentes composantes à l'inertie contenue dans les données. Ainsi, ici, c'est la même chose nous avons la même interprétation. La première valeur propre est de 0,041, 91, et cette valeur propre représente 87,12% de l'inertie totale contenue dans les données. La deuxième composante, qui est égale à 0,0048, représente quant à elle 9,898% de l'inertie totale. Alors, les deux composantes, la première et la deuxième, représentent au total, ici nous avons les variances cumulées, dans les cumuls en pourcentage, les deux composantes représentent 97% de l'inertie totale contenue dans les données. Alors, si nous devions nous décider combien d'axes nous devons retenir ici, je crois qu'il est tout à fait normal de dire nous allons retenir les deux premières dimensions, les deux premiers axes pour représenter les données. Regardez très bien, nous sommes partis, on part en fait des 5 dimensions pour chaque variable, 5 modalités pour chaque variable, à 2 variables, à 2 dimensions. Alors, vous remarquerez très bien que les dimensions 3 et 4 ont vraiment une petite contribution, une contribution très faible, je voulais dire, à l'inertie totale. Notamment, la dimension 3 représente 2,42%, alors que la dimension 4 représente 0,49%. Alors, nous pouvons
donc dire que 2 dimensions suffisent. En fait, vous connaissez comment les dimensions sont sélectionnées. Si vous vous rappelez bien de la leçon sur les composantes principales, l'analyse des composantes principales, la première composante ou le premier axe représente la plus grande proportion expliquée de la variance des données ou de l'information contenue dans les données. Et la deuxième composante explique la plus grande proportion du reste qui n'a pas été expliqué par la première composante, et ainsi de suite. Et on peut bien sûr cumuler, comme on l'a fait, pour trouver la proportion qui est expliquée par 2 ou plusieurs axes. Okay, bien sûr, avec, en se référant, en sachant bien sûr qu'au bout du compte, toutes les dimensions vont expliquer les 100% des informations. Bien sûr, on retient tout simplement ce qui a une plus grande information. Ok, donc, si par exemple, votre objectif en tant que chercheur est d'expliquer 80% des informations contenues dans la base de données, alors à ce moment-là, vous allez retenir les nombres des valeurs propres ou les nombres des dimensions qui correspondent à votre critère. Donc, dans notre cas, nous avons 97,1%, c'est suffisamment beaucoup pour que nous puissions nous limiter à 2 dimensions. Alors, une méthode alternative de déterminer les nombres d'axes, c'est d'utiliser l'éboulis des valeurs propres. Donc, on appelle scriptplot en anglais. Alors, il suffit de représenter les valeurs propres graphiquement et de retenir comme nombre optimal d'axes les nombres au-delà duquel les valeurs propres deviennent plus petites, okay, ou alors sont relativement de taille comparable. Et la commande pour le faire, c'est soit fviz underscore ig, okay, ou la fonction fviz underscore scriptplot. Donc, ce sont les deux commandes des facteurs extra qui nous permettent d'obtenir ces graphiques-là, les boulis des valeurs propres. Alors, voilà les résultats que nous avons. Le scriptplot est là. Et si vous regardez très bien, la première dimension explique 87,2%, la deuxième dimension 9,9%, et la troisième 2,4%, et la dernière, la quatrième 0,5%. Ça veut dire alors que la cinquième dimension explique pratiquement 0%. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on retient comme nombre d'axes optimal les nombres au-delà duquel les autres valeurs propres deviennent de faibles valeurs et des dimensions similaires. Alors, à ce moment, si vous regardez bien, on peut retenir la première et la deuxième dimension sur base de ces critères-là. OK. Alors, ces graphiques, donc, nous permet en fait, cette décision nous permet de retenir 2 axes et de représenter les modalités dans un espace à 2 dimensions. Donc, sur une carte factorielle à 2 dimensions. Alors, et pour le faire, nous utilisons les biplots, donc ces graphiques à 2 dimensions, qui représentent en fait, qui nous donnent la structure des données. Ça nous révèle c'est que la structure des données, comment les modalités s'approchent ou s'écartent les unes par rapport aux autres. Donc, ça nous donne la structure globale des données. Donc, il faut retenir, en fait, ici, que ce qui est les étiquettes en bleu représentent les niveaux d'instruction et les étiquettes en rouge représentent l'état de pauvreté. Alors, ici, nous avons mis les deux ensemble. Alors, quand vous regardez les modalités appartenant à une variable, et la distance entre 2 modalités appartenant à une variable nous révèle la similarité ou la dissimilarité entre les deux. Ça veut dire quoi? Si 2 modalités ont des caractéristiques similaires, elles seront représentées ici à une courte distance l'une de l'autre. Donc la distance entre les deux sera moindre.
Mais si deux modalités appartenant à une variable sont dissimilaires, ne se ressemblent pas, ont des caractéristiques, par exemple, deux groupes ne se ressemblent pas en termes de caractères, alors ils seront représentés à une distance séparée. Donc, c'est pas assez long. Alors, c'est l'exemple du groupe de personnes sans instruction et du groupe de personnes ayant eu le niveau d'instruction universitaire. Vous voyez qu'ils sont tellement écartés, éloignés. Mais la distance entre ceux qui ont un niveau d'études d'instruction primaire et secondaire est faible par rapport à la distance entre les niveaux primaires et universitaires. Et voilà encore, pour les groupes de personnes alphabétisées, nous remarquons que leurs caractéristiques sont totalement différentes par rapport à d'autres groupes d'instruction. Donc, vous pouvez utiliser la même explication pour les variables en colonne. Vous remarquez ici que la pauvreté, les groupes de personnes très pauvres et à une longue distance avec les groupes de personnes très riches. Donc, il y a des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes et en plus, ces caractéristiques sont opposées. Comment allez-vous les savoir? Donc, vous remarquez que si deux critères sont représentés sur des côtés opposés d'un axe, alors ces critères ou les groupes qui appartiennent à ces critères ou ces modalités ont des caractéristiques opposées. C'est le cas des personnes très riches et des personnes très pauvres. Il y a aussi le cas des personnes riches et des personnes pauvres. Donc, les groupes constitués des personnes riches et très riches ont, en tant qu'équipe, en tant que groupe, des caractéristiques opposées aux groupes constitués des personnes ayant un niveau de vie intermédiaire et ceux qui sont pauvres. Donc, voilà les interprétations que vous pouvez avoir à partir de ces biplots. Alors, voilà, sur ce que j'expliquais, les graphiques ici montrent que les individus ayant un niveau d'instruction primaire et secondaire sont généralement pauvres, ok, ou très pauvres. Vous voyez, la modalité très pauvre est proche de primaire et sans instruction. Mais la vraie interprétation, je vais la donner après, n'est pas basée sur les distances, plutôt sur l'angle que forment les deux modalités par rapport à l'origine. Alors, donc, la distance entre toute modalité en ligne et toute modalité en colonne n'est pas en soi importante. Okay? Par conséquent, on peut faire juste quelques déclaration générale, comme celle que je venais de faire, en disant, bon, voilà, les personnes sans instruction et des niveaux d'instruction primaire sont généralement pauvres. Voilà. Alors, on peut aussi faire une déclaration assez générale pour dire, les groupes de personnes ayant une instruction de niveau primaire et ceux ayant un niveau d'instruction secondaire ont des caractéristiques légèrement différentes parce qu'ils sont sur des côtés opposés de l'axe de Y ici, de la deuxième dimension. Mais l'écart entre secondaire et l'axe n'est pas très grand, c'est pourquoi je dis, bon, c'est des caractéristiques légèrement différentes, c'est opposé, mais pas très différent. Alors, par contre, les groupes des universitaires est très différent des deux premiers groupes. C'est vraiment très différent des deux premiers groupes, primaire et secondaire, parce qu'ils sont vraiment éloignés par rapport à l'origine. OK? Alors, ils ont les caractéristiques opposées par rapport au groupe des instruits du niveau primaire, mais des caractéristiques très différentes du groupe de ceux du niveau d'instruction secondaire. Par ailleurs, il faut retenir que les groupes de personnes sans instruction, okay, et ceux qui sont alphabétisés ont des caractéristiques tout à fait opposées, okay, parce qu'ils sont sur des deux côtés des axes. Alors, une autre conclusion qu'on peut tenir ici, c'est que lorsque les modalités sont proches des zéros, donc, je vous l'ai dit, proches de l'origine, cela veut dire que ces modalités-là ont un profil qui n'est pas très différent du profil moyen. Et dans
dans ces graphiques que nous avons ici, c'est les groupes des personnes ayant les niveaux d'instruction secondaire qui satisfait un peu plus que les autres à ces critères-là. Donc, on peut dire ainsi que les profils des personnes ayant une éducation, une instruction de niveau secondaire n'est pas très différent de la moyenne par rapport, en fait, en considérant les autres niveaux d'instruction. Donc, si ça concerne en fait les moyens, l'étape moyenne ou la moyenne des profils. Alors, en nous basant sur la perception de la pauvreté, il faut retenir que les différents groupes, donc les 5 groupes que nous avons identifiés ici, ont des caractéristiques distinctes. Ce sont des groupes distincts. Pourquoi? Parce que chacun des groupes est assez éloigné de l'origine. Et deux groupes, la distance entre les groupes n'est pas faible en fait. Bien sûr, à l'exception de la distance entre les groupes de très riches et de ceux qui sont en situation intermédiaire. Mais bien sûr, il se situe sur deux côtés différents de l'axe de la première dimension. Alors, on peut aussi retenir que les groupes de personnes qui se considèrent très riches et celle des riches a des caractéristiques opposées au groupe constitué, je l'ai déjà dit avant, constitué par les intermédiaires, et ceux qui sont en situation intermédiaire et ceux qui sont en situation de pauvreté. Alors, ceci étant, nous pouvons analyser les informations ou les résultats relatifs à chaque variable, c'est-à-dire la variable en ligne et la variable en colonne. Donc, commençons par l'analyse des modalités qui sont en ligne. Alors, pour avoir tous les résultats relatifs relatifs en fait aux colonnes, je vous l'ai dit aux lignes, on utilise la fonction getCaRow, la fonction, pour extraire les coordonnées, les cosinus. J'avais expliqué, déjà expliqué dans la leçon sur les composantes principales et la leçon sur l'analyse factorielle. C'est quoi les cosinus? C'est la mesure de l'angle entre les points de projection d'une modalité dans ces cas et l'origine. Et ça mesure la qualité des représentations de chaque modalité sur une dimension déterminée. Alors, nous avons, quand vous passez la commande line, j'appelle tout cela, toutes ces informations concernant les colonnes, les lignes, je les appelle lignes. Okay? Je l'appelle ligne. Alors, j'ai les coordonnées, les cosinus, les contributions et l'inertie. Alors, je peux extraire, je peux afficher chacune de ces composantes des résultats en me référant à l'objet que j'ai créé, ligne, avec les signes de $, suivi des informations dont j'ai besoin. Par exemple, si j'ai besoin de voir les coordonnées des différentes modalités en ligne sur les différentes dimensions, je vais appeler ligne $sign core, donc coordinate. Donc, alors, voici les coordonnées sur la première dimension, sur la deuxième jusqu'à la quatrième dimension. Remarquez très bien, la coordonnée pour les groupes de sans instruction est négative parce que bien sûr vous avez pu remarquer dans les graphiques que cela était du côté gauche de l'axe. Alors vous avez différentes coordonnées sur toutes les modalités sur les différentes dimensions et ces coordonnées des lignes en fait ce sont des coordonnées qui sont interprétées en termes en fait des composantes principales. Je peux avoir une autre information sur la manière dont les différentes modalités sont représentées sur les différentes dimensions. Et ici, on utilise les cosinus carrés. Je viens d'en parler tout à l'heure. Et la règle des pouces ici, c'est que une composante ou une modalité est mieux représentée sur une dimension déterminée si la valeur du cosinus au carré est proche de 1. Ça, c'est très important, proche de 1. Alors, dans ces cas-là, si nous suivons cet exemple, ces critères,
nous nous rendons immédiatement compte que sur la première dimension, il y a le groupe des universitaires qui est mieux représenté parce que son cosinus carré est égal à 0,098, suivi du groupe de ceux qui ont l'instruction primaire. Et ce sont les deux qui sont vraiment les mieux représentés. Évidemment, le groupe de sans instruction est autour de 0,87 de la valeur du cosinus. Alors, sur la deuxième dimension, bien sûr, il n'y a aucune modalité qui est parfaitement et qui est mieux représentée, mais néanmoins, les modalités secondaires et alphabétisées ont une représentation considérable. On peut également regarder aux contributions. Quelle est la contribution de chaque modalité sur chaque dimension? Et c'est ce qui permet en fait, en combinaison avec la représentativité, ça nous permet d'interpréter les axes que nous avons trouvés, les dimensions que nous avons trouvées. Alors ici, nous avons les contributions en pourcentage de toutes les modalités en ligne sur chaque dimension. On se rend compte, par exemple, sur la première dimension, que les groupes des universitaires, donc l'éducation, l'instruction, le niveau d'éducation universitaire explique 58,5% de la variance, de la variation de la première dimension. Donc, vous voyez déjà, l'université, l'instruction, le niveau universitaire est déterminant dans la définition de la première dimension. Bien sûr, il y a aussi les sans instructions qui représentent 20,7%. Et la deuxième dimension est dominée par l'alphabétisation. Ça explique, l'alphabétisation explique 71,5% de la variance de la deuxième dimension. En fait, pour déterminer qu'une modalité a une explication, une contribution importante, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de regarder la moyenne. Toute contribution au-delà de la moyenne est considérée comme importante. Et la moyenne, comment on va la trouver? Nous avons ici 5 modalités et les 100% divisé par 5, c'est 20. Donc, toute contribution au-delà de 20 est considérée comme importante dans l'explication de la dimension. Alors, mais regardez très bien les dimensions 3 et 4. Les personnes sans instruction, les manques d'instruction expliquent 40% sur la troisième dimension et le niveau primaire explique pratiquement 66% de variation de la quatrième dimension. Mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue qu'il n'y a que les deux premières dimensions qui nous donnent une plus grande explication des données. Parce que les dimensions 3 et 4 n'expliquent que 3% de la variance contenue ou de l'information contenue dans les données. Donc, nous retenons plus les deux dimensions précédentes. Alors, les modalités qui sont en ligne, qui ont une valeur, une contribution plus élevée, interviennent, comme je l'ai dit, à la définition de la dimension. Ainsi, première dimension, le niveau universitaire sans instruction. Deuxième dimension, l'alphabétisation. Troisième dimension, le manque d'instruction. Et quatrième dimension, c'est l'instruction du niveau primaire. Mais nous retenons, bien sûr, seulement les dimensions 1 et 2. Alors, parlons de l'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est la contribution de chaque ligne à l'inertie totale, à l'information totale contenue dans les données. Et l'inertie totale peut être calculée comme la statistique carrée divisée par le nombre d'individus. Et ça nous donne pratiquement 0,048076. Et nous pouvons alors, étant donné les inerties des différentes modalités des lignes, calculer la contribution de chacune de ces modalités à l'inertie totale. Et là, on voit très clairement que le groupe des universitaires contribue plus à l'inertie totale, à l'information totale, à la variation totale de cette dimension concernant les niveaux d'instruction de cette variable, je voulais dire.
suivi bien sûr des personnes sans instruction. Et nous pouvons représenter graphiquement les différentes modalités. Nous l'avons déjà fait et nous avons déjà discuté ça un peu avant. Et nous pouvons visualiser également l'importance des projections des différentes modalités sur les différentes dimensions. Et là, on va tout simplement utiliser les cosinus au carré. Alors, les commandes sont là. Les packages qu'on utilise pour ça, c'est chordplot. Et la commande est là. Donc, vous avez chordplot, l'argument line, plutôt ligne, $sign cos2, ça c'est tous les cosinus, is core equals 4, c'est un argument, un argument logique qui veut que les résultats qu'on va avoir ne puissent pas afficher là où les corrélations ne sont pas significatives. Et nous avons une deuxième commande également. Alors ici, c'est une erreur, c'est IPOV CA qu'il faut avoir ici. Hein. Et nous voulons l'information sur le premier et le deuxième axe seulement. Voilà les graphiques que nous avons qui nous donnent en fait les corrélations significatives ou les contributions significatives entre les modalités et les dimensions. Alors, vous remarquez bien que pour la première dimension, il y a 3 modalités qui sont mieux représentées, qui sont fortement corrélées en fait avec la dimension. C'est d'abord les niveaux universitaires, les niveaux primaires et les sans instruction. Et sur la deuxième dimension, nous savons bien que cela n'est pas très important. La représentativité n'est pas très forte. Nous avons les niveaux secondaires et l'alphabétisation. Et nous pouvons regarder et représenter la représentation, la qualité des représentations de chaque modalité des lignes sur les 2 dimensions. Et rappelez-vous, on garde toujours les critères qu'il faut que les coefficients des cosinus au carré soient proches de 1. Et ici, on additionne en fait les cosinus 2 pour la première et la deuxième dimension. Et on remarque en fait que toutes les modalités sont mieux représentées, bien sûr avec l'exception de la modalité secondaire. Parce qu'ici, la modalité est le cosinus 2 n'est pas très proche de 1. Alors, les contributions des différentes modalités aux dimensions peuvent également être visualisées de la manière suivante. Rappelez-vous, j'avais déjà donné toutes les commandes, vous n'avez qu'à vous référer à cela. Sur la première dimension, la modalité la plus contribuante, c'est les groupes des universitaires, donc l'éducation universitaire. Et sur la deuxième dimension, c'est l'alphabétisation. Évidemment, on remarque que sur la troisième dimension, c'est les sans instruction et la quatrième dimension, les niveaux primaires. Mais évidemment, j'ai dit que les 2 modalités, les 2 dernières dimensions n'expliquent que 3% de la variance ou de l'information contenue dans les données. Donc, il est plus clair ici que 2 modalités de ligne, bien sûr, sont très importantes. L'une dans l'explication de la première dimension, l'autre dans l'explication de la deuxième dimension. Donc, si on veut interpréter la première dimension, ça sera en fait en termes du niveau universitaire. Donc, l'éducation universitaire, et on peut dire que ça reflète en fait la différence entre les niveaux universitaires et les niveaux à l'échelle, aux bases échelles de l'éducation, de l'instruction formelle. Donc, entre les niveaux des formations formelles les plus élevés et les niveaux de formation qui sont au bas niveau. Alors, nous pouvons également représenter les modalités de colonne et interpréter les résultats. C'est vraiment dans la même logique. Et là, vous avez les coordonnées, les cosinus, les contributions et l'inertie. Donc ici, vous remarquez les coordonnées sont là. Les coordonnées, il y a un nombre, une valeur négative signifie simplement qu'ils sont de l'autre côté de l'axe par rapport à ceux qui ont la valeur positive.
Et vous avez les cosinus, dont la qualité de la représentation. Sur la première dimension, nous remarquons que les très pauvres, les groupes formés par les très pauvres, donc les personnes très pauvres, est mieux représenté sur la première dimension, de même que les personnes ayant un niveau de vie intermédiaire. Donc, ce sont les deux groupes qui sont les mieux représentés sur la première dimension. Sur la deuxième dimension, bien sûr que il n'y a aucune modalité qui soit mieux représentée, mais les pauvres sont mieux représentés par rapport aux autres. Ok, parce que ici, les cosinus carré est égal à 0,38. On peut également regarder aux contributions et aux inerties de différentes modalités, et on se rend compte que sur la première dimension, les groupes très pauvres contribuent en fait à 38% de la variance de cette dimension, suivi du groupe intermédiaire qui contribue pour 25%. Mais sur la deuxième dimension, c'est les groupes de pauvres qui expliquent 49% de la variation ou de la variance de cette dimension, et celui des riches qui contribue à 46%. Donc, ça vous dit déjà, ça vous donne une idée. Si vous devez interpréter les dimensions en termes du niveau de vie, vous remarquez déjà qu'il y a les groupes de très pauvres et des intermédiaires qui, qui interviennent. Mais en regardant la position, parce qu'en interprétant, il faut toujours rentrer aux données, en regardant la position du groupe intermédiaire et la position du groupe de très pauvres, vous remarquez en fait qu'ils sont à des côtés opposés de l'axe. Par conséquent, l'interprétation doit être en termes des écarts entre les deux, des écarts de caractéristiques entre les deux groupes. Et sur la deuxième dimension, nous avons les riches et les pauvres, qui sont aussi, bien sûr, sur des axes, des côtés opposés du premier axe. Donc, l'interprétation ici doit être en écart, en termes des écarts entre les riches et les pauvres. Donc, on peut considérer cette dimension comme la dimension qui reflète les disparités entre les riches et les pauvres. Ça, c'est la dimension numéro 2. Et la dimension numéro 3 peut être considérée comme une dimension qui reflète les disparités entre les riches et les très pauvres. Et nous avons également en bas ici les inerties qui expliquent la contribution de chaque colonne à l'inertie totale contenue dans les données. Nous pouvons également visualiser les différentes modalités en colonne que nous avons ici. Et on note en fait que les groupes, les 5 groupes, sont représentés bien loin de l'origine. Et ça a une interprétation très importante. Et cela veut dire tout simplement que les 5 groupes ont chacun un profil distinct par rapport au profil moyen. Donc, peu importe en fait le niveau d'instruction. Alors, toutes les modalités ainsi vont jouer un rôle important dans la différenciation entre différents groupes, dans la discrimination ou dans la différenciation entre les groupes. Et on peut aussi remarquer que on peut faire une déclaration générale, une affirmation en disant que les caractéristiques des personnes riches, ok, et très riches, donc les personnes riches et très riches, sont opposées par rapport au groupe formé par les pauvres et les intermédiaires. J'avais déjà parlé de ça un peu avant, quand les tout étaient ensemble. Et nous pouvons représenter également l'importance de la représentation des différentes modalités, ou bien la qualité de représentation des différentes modalités sur les dimensions. Vous remarquerez très bien que la plupart des modalités sont mieux représentées sur la première dimension, plutôt que sur les restes des dimensions. Bien sûr, nous avons les groupes de très pauvres et les groupes intermédiaires qui sont mieux représentés que les autres. Alors, ces dimensions, la première dimension en fait, peut être interprétée comme la dimension des manifestations de la pauvreté et des disparités entre les riches et les pauvres. Et bien sûr, nous pouvons aussi représenter
la représentation ou la représentation ou la qualité de la représentation de chacune des modalités sur les deux dimensions principales que nous avons retenues. Et on peut ainsi dire qu'à l'exception des groupes de personnes très riches, les autres modalités sont très bien représentées sur les deux dimensions. Les contributions peuvent également être représentées graphiquement pour mettre en exergue certains aspects. Et on voit ici que sur la première dimension, les contributions sont assez faibles. Par exemple, les très pauvres représentent pratiquement 46,95% et les intermédiaires, 49%. Donc, 46% pour les intermédiaires et 49% pour les très pauvres. Mais il y a un fait assez important ici, c'est de remarquer que les personnes très riches contribuent plus à la troisième dimension, pratiquement à 90%, 90,44% des variations de la troisième dimension viennent du groupe de personnes très riches, alors que les intermédiaires interviennent plus à la quatrième dimension avec 57%. Bien sûr, hein, retenez toujours que les deux dimensions, ce sont elles que nous allons utiliser, dans la première et la deuxième dimension, c'est ce que nous allons retenir pour expliquer les données. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer en fait de ces analyses? En synthèse, il faut retenir qu'il y a une forte association, donc il y a la dépendance entre les niveaux d'instruction et l'état de la pauvreté, donc la perception de la pauvreté des individus dans l'espace kassaïen, ou dans les grands Kasaï. Et les deux premières dimensions expliquent 90% des informations. C'est pourquoi nous avons retenu deux dimensions pour expliquer les informations contenues dans les données. Et en ce qui concerne la qualité des représentations, la première dimension, nous avons en fait pour les deux variables, les niveaux primaires, les niveaux universitaires, les groupes de très pauvres et les groupes à un niveau de vie intermédiaire sont mieux représentés sur la première dimension. Et par conséquent, nous pouvons interpréter cette dimension comme celle qui reflète, qui décrit les différences des niveaux de vie entre les personnes ayant une éducation formelle avancée et ceux ayant une instruction formelle élémentaire. Et là, sur la dimension la deuxième dimension, c'est l'alphabétisation qui est mieux représentée du côté de l'instruction, et les niveaux secondaires et les pauvres en ce qui concerne les niveaux de vie. Et cette dimension peut être interprétée comme celle qui met en exergue les contrastes dans la pauvreté entre les niveaux secondaires d'instruction, de l'instruction formelle et l'alphabétisation. En termes de contributions, donc nous avons les niveaux universitaires et les très pauvres sur la première dimension, l'alphabétisation, les riches et les pauvres sur la deuxième dimension, et nous avons également les inerties ou la contribution des différentes modalités aux différentes, disons, à l'inertie totale. Donc nous avons du côté de l'instruction, nous avons les niveaux universitaires et les niveaux et l'absence d'instruction qui explique beaucoup l'inertie contenue dans les données. Et du côté du niveau de vie, de la perception de la pauvreté, nous avons les groupes de très pauvres, des intermédiaires, donc ceux qui sont ni riches ni pauvres, ainsi que les riches, qui représentent une grande proportion de l'inertie contenue dans les données. Alors, pour mieux interpréter les liens d'association entre les modalités relatives au niveau d'instruction et les modalités relatives à la perception de la pauvreté, nous utilisons ces biplots ici, ces biplots, avec des flèches, qui nous permet en fait
de déterminer, d'évaluer les angles formés par les différentes modalités des lignes et des colonnes. Et ici, on va s'intéresser à l'angle formé ou aux angles formés par une modalité en ligne, donc le niveau d'instruction, et les autres modalités, et les modalités relatives à la perception de la pauvreté. Et c'est les modalités dont l'angle est faible qui révèlent en fait un lien d'association assez fort, ou fort tout simplement. Alors, ainsi on peut dire que les personnes sans instruction, ok, et les personnes ayant un niveau secondaire ont un lien étroit, un lien d'association significatif avec les dénuements. Donc, ils sont très pauvres, les dénuements. Donc, les gens sans instruction et ceux ayant un niveau d'instruction primaire sont plus associés au dénuement, donc qui est représenté ici par les groupes de personnes qui sont très pauvres. Ainsi, on peut dire que les dénuements va de pair avec les manques d'instruction et une instruction élémentaire du niveau primaire. Et on peut aussi dire qu'il existe une forte association entre les groupes universitaires et les niveaux intermédiaires du bien-être. Parce qu'ici, en fait, l'angle est trop petit. L'angle est très petit entre les deux. Donc, ça montre un lien d'association très, très fort. Donc, pour ainsi dire que les universitaires, les groupes des universitaires dans les Grands Kasaï est plus associé aux groupes ou aux caractéristiques des personnes qui sont ni riches ni pauvres, qui se considèrent ni riches ni pauvres, donc qui sont au milieu, donc dans une classe intermédiaire du bien-être. Alors, et on regarde également que ces groupes ont un lien un peu plus fort avec les très riches et par rapport aux riches. Parce que l'angle ici, l'angle entre riches et université est inférieur à l'angle entre très riches et université. Donc, les universitaires sont plus proches de la catégorie très riche que la catégorie riche. Et on continue cette interprétation en disant qu'on constate également que les personnes alphabétisées sont plus associées avec la richesse. Donc, ce sont les groupes riches par rapport à une richesse excessive, que je considère les gens qui sont très riches. Donc, ils sont plus associés à cela, mais moins associés encore avec les niveaux intermédiaires du bien-être. Plus encore, il faut considérer que ces personnes n'ont des liens d'association ni positifs ni négatifs avec les dénuements. Je voulais dire, n'ont pas des liens d'association positifs ni avec la pauvreté ni avec les dénuements. Par ailleurs, il est plus facile, on peut dire qu'il est plus facile pour un non-instruit, donc un alphabétisé, je voulais dire, de devenir riche, qu'il est aussi plus facile pour un universitaire de devenir très riche. Mais cependant, il faut noter que cette interprétation est basée par une normalisation symétrique que nous avons utilisée, donc de différentes modalités. Mais si nous utilisons une normalisation différente, on peut atténuer un peu notre interprétation. Par exemple, en faisant une normalisation principale pour les lignes, on voit que les liens entre les riches et les alphabétisés est en fait pas très fort, ou il est presque inexistant. C'est un lien faible en faisant cette normalisation. Mais néanmoins, nous restons avec un lien assez fort entre l'université, entre les universitaires et les très riches, de même que les universitaires et les niveaux intermédiaires de vie dans les Grands Kasaï. Et on a également cette
association très forte entre les personnes sans instruction et les niveaux de dénuement, de même qu'avec entre les niveaux primaires et les niveaux de dénuement. Bon, les liens entre la pauvreté, les gens pauvres et les niveaux secondaires est assez faible, est très faible parce que, en fait, pourquoi nous disons cela, c'est parce que la flèche relative au niveau secondaire ou la modalité secondaire se trouve plus proche de zéro. Donc, c'est les profils moyens. Donc, on peut tirer la même conclusion en utilisant cette, la normalisation basée sur les colonnes. Et en résumé, nous avons ces résultats. Tous les résultats, toute l'analyse est résumée sur cette page. Vous avez les différentes modalités et vous avez la catégorie à laquelle appartient chaque modalité et vous avez la coordonnée de chaque modalité sur la première dimension, sa coordonnée sur la deuxième dimension, et puis vous avez la contribution de chaque modalité sur la première dimension et la contribution sur la deuxième dimension. Ensuite vient la qualité de la représentation de chaque modalité sur la première dimension et sur la deuxième dimension. Et puis, il y a aussi les informations concernant la corrélation. Donc, les corrélations entre les différentes modalités des lignes et des colonnes et les dimensions. Donc, vous regardez, on peut par exemple regarder ici et voir que sur la première dimension, il y a la corrélation, les coefficients de corrélation entre les groupes de personnes sans instruction et la première dimension est positive. Okay? Il est égal à 0,9336. L'année de même, on peut voir la même interprétation et il y a des dimensions qui ont une corrélation assez faible, telles que les niveaux secondaires. Et on peut avoir la même interprétation avec la deuxième dimension. Ensuite, on se pose toujours la question de savoir quelle est la dimension qui contribue le plus, quelle est la modalité, je vous l'ai dit, quelle est la modalité qui contribue un peu plus à une dimension déterminée. C'est en fait l'information qui est fournie par les deux dernières colonnes de ces résumés. On remarque sur la première dimension que les modalités des colonnes les plus qui ont une majeure contribution sont les riches, vous avez ce star qui est là, les riches, les groupes intermédiaires et les groupes des très pauvres. Alors, et sur la deuxième dimension, c'est les groupes de riches et les groupes de pauvres. Et ça peut aider encore à élaborer l'interprétation que nous avons donnée aux différentes dimensions. Pour ce qui concerne les modalités en ligne, là, les modalités majeures dans la contribution sont les manques d'instruction sur la première dimension et les niveaux universitaires. Donc, vous voyez que ça va ensemble, dans le même sens avec l'explication que nous avions ou l'interprétation que nous avons donnée à la première dimension. Et la deuxième dimension a comme contributeur majeur les alphabétisés. Donc, l'alphabétisation contribue, on a vu que c'était 90% des contributions à la deuxième dimension qui peut être ainsi interprétée en termes des capacités acquises à travers l'alphabétisation pour faire face à la pauvreté, pour faire face à améliorer son niveau de vie. Donc voilà ici l'analyse des composantes principales qui est un outil essentiel de réduction de la dimension des données et qui nous permet d'expliquer les liens d'association entre
les différentes modalités des différentes variables. Donc, on peut ici se dire, nous pouvons dire que les niveaux de pauvreté et l'état de la pauvreté de la population et les niveaux d'instruction de la population jouent un rôle important dans la détermination des liens. Il y a des liens entre les deux catégories de variables. Et on a remarqué ici que les niveaux universitaires, les personnes ayant un niveau d'études universitaire sont plus, dans une classe intermédiaire. Classe intermédiaire au niveau, concernant les niveaux de vie, ils ne sont ni riches ni pauvres et le lien est vraiment étroit. Par conséquent, on a vu également que les personnes très riches sont plus éloignées en termes de caractéristiques avec les personnes des capacités du niveau de vie intermédiaire et les personnes riches, je voulais dire des personnes pauvres d'une part, et aussi avec les personnes très pauvres d'autre part. Voilà ici. On va se quitter ici et la séance qui suivra, ça sera une explicitation du cas empirique, numérique que nous avons fait ici, et aussi une autre type d'analyse des correspondances qu'on appelle l'analyse des correspondances multiples. Je vous retrouve la fois prochaine. Au revoir.